Bonsoir, vous êtes dans l'Africa Newsroom, ravi de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, le vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangué, condamné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Paris à 3 ans de prison avec sursis dans l'affaire dit des biens mal acquis. Ce jugement est l'aboutissement d'une longue épopée judiciaire et de 10 années de procédure à la suite d'une enquête ouverte suite aux plaintes des associations Sherpa et Transparency International. Un nouveau scrutin présidentiel s'est donc tenu au Kenya. C'était ce jeudi, un vote marqué par une grande confusion entre boycott et affrontements entre policiers et manifestants ayant fait au moins 6 morts. Une confusion d'autant plus accentuée par ce chiffre, 34,5%. C'est le taux de participation pour cette élection que l'opposition qualifie de parodie. Puis dans la deuxième partie de cette émission, nous verrons les pays d'Afrique centrale qui se dirigent vers une harmonisation des indices des prix pour les produits de grande consommation. Et dans la dernière partie de cette émission, ça sera notre Zoom Culture et Société. Gros plan sur le tourisme marocain. Nous prendrons la direction d'Agadir, une ville qui confirme son dynamisme. Voilà pour les titres. Pour en débattre, Philippe Ayono, chercheur en sciences politiques. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à vos millions de téléspectateurs à travers le monde. Sur ce plateau également, Gratien Roukandikiza, notre éditorialiste. Bonsoir Gratien. Bonsoir Zahra, bonsoir à tous. Commençons par l'actualité politique. Le premier procès de l'affaire dit des biens mal acquis a connu son épilogue ce vendredi à Paris avec le jugement du vice-président de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangué, accusé par la justice française de s'être bâti frauduleusement un patrimoine en France. L'actuel vice-président de la Guinée équatoriale a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. On va écouter tout de suite la réaction de Miguel Ayono Ndong Mifumu, ambassadeur de la Guinée équatoriale en France. Nous pouvons dire que c'est un habillage juridique qui a été prononcé. C'est pourquoi nous nous sommes présentés à la Cour internationale pour dénoncer ce type d'agissement de la part de la justice française. Ce type d'agissement n'honore pas à la justice française, n'honore pas aux engagements de la France vis-à-vis du droit international et vis-à-vis des accords qu'il y a avec la Guinée équatoriale. Nous allons examiner maintenant la suite de l'affaire. Peut-être les avocats vont faire recours à cet prononcement. Et ce qui était plus important pour nous, c'est que le vice-président est libre maintenant de pouvoir aller où il veut et sans courir aucun risque à titre personnel. Alors, le vice-président de la Guinée équatoriale risquait quand même jusqu'à 10 ans de prison, une décision militante a dénoncé la défense. Nous allons examiner tous les recours possibles, a déclaré ce vendredi Emmanuel Marcigny. C'est l'un des avocats de Teodoro Nguema Obiang Mangué. Il y a donc là la possibilité d'un appel, Philippe Ayono, mais est-ce qu'un nouveau recours ne risque pas d'aggraver ce verdict ? Je ne pense pas personnellement qu'un nouveau recours risque d'aggraver parce que je pense qu'on est quand même dans une situation où laisser tomber à ce niveau donnerait peut-être l'impression, n'est-ce pas, qu'au niveau de la Guinée, ou bien tout au moins le principal concerné, se sent finalement coupable et qu'il laisse tomber. Donc je pense que dans ce type de procédure, évidemment, il faut aller jusqu'au bout, à travers, y compris un appel. Gratien, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout? Pour moi, il faut pas. À un certain moment, il faut reconnaître les faits, mais il ira jusqu'au bout. Il faut reconnaître certaines choses. Il y a des faits qui sont jugés en France, parce que, contrairement à ce que certains disent, il y a des l'infraction commise en France. Il a dépensé de l'argent que certains estiment qu'il a gagné d'une façon illicite, et les investissements ont été en France, les achats des biens, on a vu des véhicules disons, de grande qualité qui coûtent très cher par rapport, disons, à la pauvreté des pauvres de certains équato-guinéens. Donc c'est normal qu'il y ait ce jugement, et pour lui, c'est normal que même quand on est accusé, on vient de commettre un crime, on n'accepte jamais qu'on l'a commis.
on va jusqu'au bout. C'est de bonne guerre. Alors, Théodoro Nguema Obiang-Mangué est le premier dignitaire à être jugé dans le cadre de ces procédures dites des biens mal acquis ouvertes en 2010 en France. D'autres procédures sont en cours concernant notamment le Gabon. Est-ce que ce verdict sur la Guinée équatoriale, il s'agissait pour la justice française de donner le ton, une manière d'avoir de la force sur ce dossier ? De manière générale, dans le dossier dit des biens mal acquis? Oui, de manière générale, on pourrait le dire, mais de quelle force parle-t-on? Parce qu'on est quand même aussi en face d'une situation qu'on pourrait soupçonner de construite. C'est-à-dire qu'en dehors des faits qui sont véritablement clairs, c'est-à-dire que de l'argent a pu être transféré en France, utilisé en France, on pourrait aussi voir une image que la France veut envoyer comme ça aux autres concernés. Je pense au Gabon, je pense au Congo. Oui, mais la question serait finalement de savoir, a-t-on besoin de cette image si pour autant les États africains, enfin ces États, ne peuvent pas traiter parce qu'il s'agit d'une question générale de police morale et on a aussi l'impression que tout se passe comme si, dans ces États, on ne pouvait pas traiter la question. Donc, moi, alors, justement, Gratien, est-ce que dans ces États, on peut traiter ces questions? Ah oui. Alors, il s'agit de demander au juge, ou je dirais entre guillemets, au Dieu, de se juger lui-même. Parce que dans toutes ces affaires, ce sont les dirigeants, c'est le vice-président de la Guinée équatoriale. On parle d'autres, des présidents qui sont touchés. Donc, on ne peut pas demander à la justice de ces pays. On connaît bien comment la justice dans ces pays, ça se passe. On connaît bien la démocratie, comment il y a la séparation. Il n'y a pas de séparation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Donc, on ne peut pas demander aux mêmes concernés de s'auto-juger. Et en plus, s'ils sont jugés en France, c'est qu'il y a quelque chose en France. Ce lien, pourquoi? Moi, je dirais, si jamais ils ont pris de l'argent de l'État, pourquoi ils n'investissent pas dans leur pays? Ils viennent en France, non pas investir, mais acheter des voitures de luxe, des bâtiments dans les quartiers huppés de Paris. C'est-à-dire qu'on appauvrit, on vole l'État et on appauvrit aussi le pays parce qu'on va, disons, alimenter la spéculation dans un pays qui ne manque pas d'argent. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'ailleurs qu'ils soient jugés en France parce qu'ils viennent déposer l'argent de ces pays des Africains en France. Moi, je dirais même l'Afrique devait les juger. Vous, Philippe Aono, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Donc, vous rejoignez ceux qui parlent d'ingérence? Disons que l'affaire est très complexe. Ce serait verser, n'est-ce pas, dans un panafricanisme béant que de dire que voilà, c'est de l'ingérence. Je ne vois pas ça comme totalement de l'ingérence parce que vous savez très bien qu'en matière de blanchiment d'argent, c'est un crime qui est commis dans plusieurs territoires. Et donc, de ce point de vue, la France a le droit de juger parce que l'une des finalités, enfin, on a vu par exemple des immeubles qui sont à saisir et tout, mais le problème c'est de savoir est-ce qu'on ne peut pas les juger aussi en Afrique parce que... Alors qui pour les juger en Afrique? Oui. Justement, le problème c'est qu'il ne faut pas démissionner. Il ne faut pas démissionner en pensant que la justice africaine ne peut pas parce qu'elle serait inféodée à l'État. Il y a une justice qui ose. On l'a vu par exemple dans le cas des élections au Kenya. Moi je suis tout à fait d'accord avec lui, mais il faut nuancer en fait. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, comparer une invalidation d'un scrutin présidentiel la question étant celle... Et on est dans un système... Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'un juge peut oser. On ne peut pas comparer la question du blanchiment à celle de l'élection, mais le dénominateur commun, c'est qu'un juge peut oser. Et par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour lui, il devrait être jugé en France. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, la question c'est, est-ce que cela n'est possible uniquement qu'en France? Parce que moi, je suis tout à fait convaincu qu'au-delà de la dimension judiciaire, il y a une dimension éminemment politique. Et c'est cette dimension éminemment politique qui m'amène à interroger la possibilité ou non de traiter la question de manière indo-africaine. Alors, est-ce que cette condamnation est amenée à faire jurisprudence? Gratien.
Oui, je pense. Oui, je pense que c'est une première. Je pense que d'autres peuvent être affectés. Mais en revenant juste à la question, à sa réponse, je pense qu'il faut bien différencier la justice chez les anglo-saxons, dans les pays qui ont été colonisés par les Anglais. On peut parler de justice au Ghana, qui peut même juger une mesure prise par le gouvernement. On peut parler de pays de l'Afrique de l'Est, notamment comme les juges du Kenya. Mais on n'a jamais vu un cas pareil dans un pays francophone, anciennement colonie française. Il faut dire que les deux justices sont bien différentes. Et puis en même temps, on parle des pays où il y a beaucoup d'intérêts des Français. On dirait même que ce n'est pas ceux qui veulent politiser le procès finalement, ce sont ceux qui ne veulent pas qu'il y ait ce procès, parce que le pouvoir français a intérêt à protéger les présidents du Gabon, du Tchad, de la Guinée équatoriale, parce que c'est là où il y a le pétrole qui rentre en France, le pétrole qui est acheté bas prix. Alors, la France a quand même lancé quand même cette enquête sur le Gabon. Hein. Non, il faut différencier les choses. Là, en France, il y a le parquet, il y a disons, le ministère public qui peut lancer des enquêtes, mais il y a aussi les juges d'instruction qui ont un certain pouvoir. Et il y a une plainte d'une association qui est bien connue, ce qui fait que le pouvoir français, les politiciens ont peur de se mouiller. On se rappelle bien de l'histoire des diamants. Des diamants de Bokassa. Donc on ne peut pas vraiment... ce qui s'est passé notamment pour Giscard. Bon là, quand même, les années 70, mais je crois que voilà, le temps est passé et plusieurs affaires ont quand même été... Oui, mais il faut savoir que chaque président français maintenant essaie de se démarquer de la France-Afrique. On dit la France-Afrique, c'est fini. En même temps, on va continuer à l'appliquer, mais personne ne veut vraiment s'afficher en tant que l'héritier de la France-Afrique. Ce qui fait qu'on préfère de temps en temps laisser fermer les yeux sur ce qui se passe et essayer d'arrêter certaines choses. Mais la Guinée équatoriale n'est pas le Congo, n'est pas le Tchad ou n'est pas... Donc vous pensez que pour les anciennes colonies françaises, voilà, donc sur cette enquête ouverte sur l'ancien dirigeant gabonais Omar Bongo, pour vous ça ne va pas aboutir? Je ne pense pas vraiment que ça puisse aboutir. La Guinée équatoriale, justement, c'est une leçon, on montre en même temps qu'on peut faire, mais ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a beaucoup de leviers. Ces pays qui peuvent se sentir visés à un certain moment peuvent se dire « Et finalement, les Français, vous commencez à nous juger. Nous avons votre France CFA, nous pouvons arrêter. Il y a le pétrole, on peut se tourner vers les Américains. » Il y a aussi un jeu de kit ou double. Et en même temps, il y a les intérêts français, il y a les lobbies qui interviennent auprès des pouvoirs, ce qu'on appelle les visiteurs du soir, pour arrêter, calmer certaines situations. Philippe Aono. Oui, je partage une fois de plus partiellement sa lecture. Je retiens de tout ce qu'il a dit la question de la leçon et je questionne, mais qui est-ce qui donne les leçons à qui? C'est ça le véritable débat aujourd'hui. Et sur quoi donne-t-on des leçons? Une question de gouvernance interne, même si elle a eu une... incidence dans le territoire d'un autre pays, on va juger par rapport à l'incidence, mais on pourrait s'y limiter. Maintenant, le débat sur la leçon, justement par rapport aux autres cas à venir, me pose problème dans la mesure où, justement, on a l'impression qu'il y a aussi une dimension théâtrale dans l'affaire. Est-ce que l'Afrique aussi, avec ces affaires qui sont jugées finalement hors de son sol, ne devrait pas se remettre également en question sur justement le fait de ne pas avoir de juridiction, ou en tout cas, pas forcément ne pas avoir de juridiction, mais ne pas avoir cette volonté politique de se saisir de ces affaires-là? Je ne pense pas que le problème est celui de la volonté politique ou des institutions. Moi, je pense plutôt que le problème est celui de la manière dont l'Afrique parle au monde, soit de manière unie, soit en rang dispersé. On pourrait transposer le débat sur la question de la... On peut pas parler du regard de l'Afrique par rapport à comment parler, alors que c'est même les Africains, c'est un problème
africains d'abord. On vole les peuples africains et on va mettre l'argent en dehors. Comment est-ce qu'on peut se dire, nous voulons qu'il y ait un seul regard? On ne peut pas avoir même le regard. Si on fait des bêtises, qu'on accepte qu'on soit jugé ailleurs, même qu'on soit humilié, j'irais jusque-là. Parce que les pays qui vont, jamais la France, jamais aucun pays étranger, disons en dehors de l'Afrique, n'a jugé un pays, les dirigeants africains qui ont commis des crimes chez eux, à part ces pays bien sûr, notamment dans d'autres pays. En tout cas, tout ce qui est détournement. C'est parce qu'il y a un détournement qu'on va déposer dans d'autres pays, notamment en France, en Europe. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est normal. On ne voit pas de juridiction. Il y a un problème de droit, il y a un problème. Donc c'est des failles. Il y a des failles. L'Union africaine n'a pas construit une cour africaine pour juger au niveau des détournements, juger au niveau des crimes. Il y a la cour même qui existe n'arrive pas vraiment à faire son travail. Alors qu'on accepte qu'on soit jugé par la CPI. Donc là, on laisse une partie, enfin les Africains laissent une partie de leur souveraineté finalement aux Occidentaux qui s'emparent finalement de ces affaires-là. Oui, les Occidentaux s'emparent parce que finalement, les Africains laissent ce lien avec ces Occidentaux du moment où il faut, disons, voler de l'argent et renvoyer en France, renvoyer dans ces pays. C'est normal que ces pays jugent. Et du moment où, par exemple, on commet des crimes alors qu'on a signé des accords au niveau mondial, notamment au niveau de la justice internationale, on doit accepter. Il faut se dire une chose, on critique la communauté internationale, mais la communauté internationale a un regard. Il y a eu une certaine avancée au niveau de l'Afrique, il y a un regard dans certains pays. La communauté internationale a pu dire il faut ralentir ces violations des droits de l'homme. Ils ont pu stopper à certains endroits, même s'il y a des crimes qui sont commis, notamment il y a eu le génocide rwandais, mais dans d'autres pays, ils ont pu intervenir. On voit en Centrafrique, on voit dans d'autres pays. Donc, on ne peut pas vraiment critiquer la communauté internationale, mais il faut que nous, les Africains, qu'on se dise finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Soit on continue à faire des bêtises, bon, pour certains, et si on fait des bêtises, qu'on soit jugé par la communauté internationale. Alors, une toute dernière question. Le tribunal a également ordonné la confiscation de l'ensemble des biens saisis. Quels sont précisément ces biens et surtout, la France va en faire quoi finalement? C'est l'une des questions qu'il faut se poser. Que fera-t-on de ce qu'on aura retiré? Mais avant ça, je voudrais quand même préciser que la Guinée a une procédure pendante devant la Cour internationale de justice contre l'État français et qui a une ordonnance qui a été rendue en décembre 2016, il me semble, en vertu de laquelle l'État français ne peut en aucun cas avoir accès à ces biens tant que la procédure au niveau de la CIJ n'a pas abouti. Maintenant, par rapport à votre question, je pense à un hôtel d'à peu près 20... Je ne me souviens plus très bien par rapport à la superficie, il devrait être dans le 6e, qui montre effectivement que d'importantes sommes ont été déversées. Et à ce moment, je rejoins la question de la bêtise. Des bêtises ont été commises, oui, mais est-ce qu'on va effectivement avoir accès à ces biens-là reversés à la Guinée? À la Guinée, à l'État? À l'État dont le vice-président, c'est lui-même qui est jugé? C'est ça, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça tout le problème. Ce serait comme laver à nouveau un agent déjà mal lavé. Question, est-ce que la France bloque l'argent? Bien sûr que oui. Toute une question, mais on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants et on va parler du Kenya, de l'élection présidentielle.